Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com. Question argent, votre rendez-vous où des experts viennent répondre à vos questions pour vous aider à bien gérer vos finances personnelles. Et aujourd'hui, on va parler de relations clients. Elles vous côtoient au quotidien, banque, assurance, immobilier et dans vos achats aussi. Eh bien, nous allons en parler et pour cela, nous recevons aujourd'hui Ludovic Naudier qui est le fondateur de Visio Conseil. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour répondre aux questions de nos lecteurs, vous avez 30 minutes pour poser vos questions. Et on va commencer tout de suite avec la première, celle de Yannick qui vous demande « Monsieur Naudier, quel est le délai raisonnable pour obtenir une réponse d'un service client ?» Le délai raisonnable va aussi dépendre du canal que vous utilisez. Est-ce que vous contactez votre service client par téléphone, par email, par chat? En général, on dit qu'au téléphone, on doit vous répondre entre 3 et 5 minutes, que par email, vous obtenez une réponse sous 48 heures. Le chat, le plus dur, c'est d'intégrer la session. Une fois que vous avez intégré la session, normalement, vous échangez en direct avec le conseiller. Et puis après, dans certains cas, certains souhaitent aller sur les réseaux sociaux, par exemple. Les Français nous disent en général qu'ils souhaitent une réponse sous 1 heure. La vérité, c'est plutôt qu'on a une réponse sous 3 à 4 heures. D'accord. Mais quand on dit réponse, derrière, on entend solution aussi. Alors, vous avez raison. Alors, quand je parle de réponse, c'est que j'ai une réponse. Est-ce que j'ai la bonne réponse? Aujourd'hui, c'est majoritairement ce que nous disent les Français. Ce qui pourrait s'améliorer, c'est j'ai la résolution au premier contact. Donc, j'appelle, j'envoie un email, on me donne tout de suite la bonne solution. Et là, ils sont seulement 50% à nous dire qu'ils arrivent à l'obtenir, la bonne solution du premier coup. Donc ça, c'est certainement une grosse source d'amélioration. Et on le voit aussi beaucoup dans les enquêtes de satisfaction qu'on fait, c'est que souvent, quand vous n'avez pas la résolution au premier contact, donc la bonne réponse du premier coup, les Français, ils mettent une mauvaise note. D'accord. Et c'est un vrai stress pour l'ensemble des entreprises, du coup, parce que savoir que si on manque ce contact-là, on perd un client et plusieurs clients même. Alors, le vrai stress, c'est effectivement le bouche à oreille, parce qu'on parle rarement des trains qui arrivent à l'heure. Donc quand on vous a bien répondu, vous n'en parlez pas forcément, même si, sauf si on vous interroge. En tout cas, quand vous n'avez pas eu la bonne réponse à la machine à café, avec vos collègues, avec votre famille, vous avez plutôt tendance à vous ouvrir. Donc les sociétés investissent quand même massivement sur la relation client. Maintenant, on est souvent dans des choses complexes. Quand on parle de logistique, par exemple, celui qui vous a vendu le produit, il est peut-être aussi obligé d'appeler celui qui va vous livrer. Donc dans certains cas, on est obligé aussi de vous donner des messages d'attente en vous disant « Attendez, je suis en train de rentrer en relation avec celui qui vous livre pour trouver où est votre colis. » Question de Brigitte. Elle nous demande, est-ce que le service après-vente a le même rôle que le service client? Alors ça, c'est beaucoup de... Parce qu'il y a beaucoup de sémantique en fait. Parce il y a beaucoup de sémantique. Les services consommateurs, il y a le SAV, il y a... Alors ça dépend beaucoup en fait du secteur d'activité parce que le service consommateur, on le retrouve beaucoup dans l'alimentaire, dans la distribution, alors que le service client, vous allez le trouver plutôt dans la banque, l'assurance, etc. Donc en général, ils couvrent tous le même périmètre. La seule chose, c'est qu'on a des histoires aussi beaucoup en fonction des secteurs d'activité. Historiquement, par exemple, le service client, dans tout ce qui était vente à distance, c'était plutôt rattaché à la logistique. Parce que la première question qu'on pose, c'est quand est-ce que je vais être livré, où est l'article que j'ai commandé. Alors qu'à l'inverse, quand je suis dans l'alimentaire, souvent, je vais plutôt poser des questions de nutrition, d'allergie, de texture, de goût, d'odeur. Donc, c'est plus de la sémantique. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'un service consommateur, un service client, un service SAV, en général, ils font le même métier. Sauf le service SAV qui va souvent vous donner une aide technique, parce que souvent quand on entend SAV, on pense à Darty par exemple, une réparation, et la petite camionnette, et voilà. Mais souvent, vous avez une porte d'entrée unique, et après on vous dirige, et ils font tous le même métier. Le seul vrai métier, c'est quoi? C'est répondre au client, lui donner la bonne réponse, l'accompagner, pour que derrière, il reste fidèle à la marque. Alors, question de Mounir qui, en vous écoutant, nous demande comment savoir qu'une réclamation va être traitée? C'est-à-dire, à partir du moment où on envoie un message à son service client, voilà, comment savoir que ce message a bien été réceptionné, qu'on va être effectivement traité? Alors, ce que nous dit Mounia, j'imagine, c'est que parce qu'elle a envoyé un email, en général, on a un accusé-réception quand on envoie une réclamation par email. Donc, on a ce qu'on appelle un message d'attente. Donc, on va vous dire, voilà, on a bien reçu votre demande, on est en train de l'étudier ou de la transmettre au service concerné. Donc ça, c'est vrai dans la majorité des cas. Souvent, ce que les Français reprochent à ces emails d'attente, entre guillemets, c'est plutôt c'est quand qu'on va me répondre. Parce que quand vous avez une entreprise qui vous dit on va vous répondre dans les meilleurs délais, moi, mon meilleur délai, quand c'est moi qui ai ma problématique, c'est tout de suite parce que c'est la réclamation la plus importante du monde.
Pour l'entreprise, il y a peut-être aussi des processus, des tiers extérieurs, etc. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Donc souvent, en fait, ce qui demande avant tout, c'est je reçois un email d'attente et en plus de cet email d'attente, il me dit quand on va me répondre. Quitte à ce qu'on me dise c'est dans 4 jours, mais au moins je suis informé et je ne vais pas les relancer parce que c'est aussi un phénomène de stress. J'ai peut-être loupé l'appel, cet email il est peut-être arrivé en spam, je ne l'ai pas trouvé, etc., etc. Tout à fait, d'accord. Donc quand vous dites là par rapport à ça, les délais, ça veut dire aussi qu'il faut aussi que les entreprises ne s'engagent pas trop par rapport à la rapidité de réponse, parce qu'il y a aussi des entreprises qui en font un challenge de communication et d'effort marketing en disant si vous avez un problème, écrivez-nous, on vous répond sous tel délai. Ah, là, vous limitez la relation client au problème. Beaucoup d'entreprises, la relation client, c'est beaucoup plus large que ça. Parce que finalement, la relation client, ça va de l'avant-vente à l'après-vente. Quand je veux commander sur un site, que je veux savoir par exemple une concordance de taille entre la taille américaine, la taille française, etc. Quand je veux acheter un téléviseur mais que je veux vérifier sa taille ou son poids pour savoir si je peux l'accrocher par exemple à l'endroit où je le veux, c'est aussi du service client. La majorité des demandes ne sont pas des réclamations en fait. C'est des demandes d'information. Donc information, c'est une caractéristique produit. C'est où en est effectivement peut-être ma commande, mais ça peut être aussi, tiens, j'ai pas reçu ma facture, comment est-ce que je peux l'obtenir? Donc c'est beaucoup plus large que ça. Après, ce que demandent les gens, hormis qu'on est tous toujours pressés, qu'on veut tous avoir notre réponse tout de suite, c'est de savoir, c'est de montrer qu'il y a un suivi. C'est ce que disait cette dame, c'est de se dire comment je sais qu'ils l'ont reçu. C'est déjà de dire, ben voilà, on l'a reçu, on est en train de la traiter, ça peut prendre jusqu'à 3 jours, 4 jours, mais on va revenir vers vous. Si on a ce délai qui se dépasse, c'est de refaire un message et d'aller vers les gens. En fait, ce qui paye, c'est aussi la proactivité. Et c'est éventuellement même d'assumer. On est désolé, on avait pris un engagement, on n'arrive pas à le tenir, on est en train de trouver la solution, laissez-nous le temps. Et c'est pour ça que beaucoup de marques ont développé sur leur site beaucoup d'espaces d'information, de fac notamment, qui sont les répercussions de nombreuses questions que reçoivent justement leurs services clients. Alors effectivement, le principe de la fac, c'est une tendance que vous constatez. Là, pour le coup, on est vraiment sur une question de finance. L'avantage de la fac, c'est quoi? C'est je mets à disposition de mon client, de manière autonome, les réponses qui se posent le plus souvent. Pourquoi? Ça a plusieurs avantages. Ça veut dire que vous, déjà, en tant que client, vous pouvez consommer ça quand vous voulez. Donc si vous avez votre question à 22 h, que vous êtes en train de regarder le film, par exemple, vous pouvez trouver une réponse à votre question. La deuxième chose, et c'est une question économique aussi pour les entreprises, c'est qu'un contact, ça peut coûter très cher et que ça coûte beaucoup d'argent. Donc on cherche aussi à automatiser, entre guillemets, on va rendre accessibles les informations qui sont les plus souvent demandées et sur lesquelles on peut donner de la visibilité aux clients de manière à ce qu'ils soient le plus autonomes. C'est aussi ce qu'on a constaté dans le milieu bancaire il y a quelques années, par exemple, quand on a vu les murs d'argent arriver. On s'est dit, tiens, les clients, on va leur faire quelques tâches. Et en échange, on va se consacrer aux tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est ce que cherchent à faire les services clients. Alors, on a pas mal de questions qui nous arrivent sur les moyens de contact. Vous avez évoqué tout à l'heure en introduction voilà, tout le panel qu'on pouvait utiliser pour rentrer en contact. Alors, il y a Franck qui nous demande, est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui les réseaux sociaux ou courrier pour adresser une réclamation? Est-ce qu'il faut les privilégier? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que souvent les marques essayent d'agir vite sur les réseaux sociaux. Pour une raison très simple, c'est que c'est visible par des millions de gens. C'est souvent, par contre, à l'inverse, c'est souvent la communication qui a la main sur les réseaux sociaux et pas forcément le service client. Donc ils sont plus souvent garde-triage et ils sont souvent en train de mettre un message d'attente en disant on va traiter. Parce que eux derrière, ils doivent se retourner vers le service client. Maintenant, c'est vrai que beaucoup utilisent les réseaux sociaux, j'allais dire, c'est comme un moyen de pression. C'est j'ai déjà essayé là, donc je envoie un message sur les réseaux sociaux, ça va faire bouger les choses. Est-ce qu'il faut le privilégier? Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, en général, on constate que les canaux marchent plutôt bien. Maintenant, en dernier ressort, pourquoi pas? D'accord. Mais pas en premier, quoi. Pas en premier. Et la deuxième chose à laquelle il faut faire attention sur les réseaux sociaux et qu'on constate de plus en plus, c'est que les internautes ne se rendent pas forcément compte des informations qu'ils mettent dessus. C'est-à-dire qu'il est arrivé que, par exemple, sur des questions bancaires, des internautes mettent leur numéro de compte, mettent sur des questions liées à des paiements sur des sites marchands, mettent leur numéro de carte bleue et donnent toutes les informations pour que quelqu'un d'autre puisse faire un achat avec leur moyen de paiement. Donc les réseaux sociaux, c'est bien. Aller sur le mur, c'est limitatif parce qu'on ne peut pas forcément expliquer sa problématique dans son ensemble. Donc peut-être que la solution, c'est aussi d'aller en message privé.
D'accord, oui. Alors justement, on a une question d'un lecteur qui justement s'est interrogé exactement le propos que vous teniez, qui a été surpris, il a sollicité, voilà, il a interpellé son service client par Twitter, et celui-ci lui a demandé son numéro de client à la vue de tous. Il souhaitait répondre en message privé, mais ça a été impossible. Est-ce que c'est normal? Parce que sur Twitter, on peut bloquer, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas contacter par message privé. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est Twitter et les réseaux sociaux. C'est une question de marine. Twitter et les réseaux sociaux, c'est balbutiant dans la relation client. Twitter, je crois qu'on est 18% des Français à avoir Twitter. Donc les services clients, ils essayent de s'adapter, mais les Français vont plus vite que les services clients. La problématique d'un service client, c'est qu'on est sur de l'industriel. Si vous prenez le service client des grands opérateurs français, le plus grand, il a à peu près 20 000 personnes à son service client. Donc, ils ne vont pas forcément aussi vite que nous avec Twitter et Facebook. Donc ça montre bien que typiquement pour ce genre d'interaction ou de questions, Twitter n'est peut-être pas adapté. Twitter, par contre, ce qu'on voit, c'est que les réseaux sociaux servent beaucoup dans certains secteurs d'activité. On a par exemple les voyages, souvent sur les problématiques de vol, etc. On se met sur un fil Twitter et ça marche très bien. Mais encore une fois, quand on est sur une problématique de vol ou d'avion, on ne met pas d'informations. Il y a une urgence, c'est partagé, mais je n'ai pas d'informations très personnelles que je vais publier. Alors quand j'ai une problématique d'achat, de facturation, etc., je suis obligé de donner des données qui sont confidentielles. D'accord. Donc c'est la limite. Et du coup, alors question de Tom, il vous demande si vous estimez qu'Internet a amélioré la relation client. C'est une certitude. Internet, ça a permis plusieurs choses. Ça a permis déjà de donner un maximum d'informations en libre accès aux Français. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des espaces personnalisés, des espaces clients où on rentre notre login, notre mot de passe. Là, souvent, on peut trouver plein d'informations. Et dans beaucoup de cas, en fait, on a comme premier réflexe plutôt de passer un coup de fil ou d'envoyer un email, alors qu'en étant un petit peu autonome, on peut trouver 80% des réponses. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que les Français, en dehors de ça, l'inconvénient d'Internet, c'est que c'est sur la personnalisation, l'empathie, etc. Et c'est vrai qu'on aime bien qu'un humain nous confirme la chose. On se dit, la machine, c'est bien, mais moi, je veux que quelqu'un me le dise. Donc, oui, parce que mon cas est particulier, il n'y a pas de réponse standard. Voilà. Maintenant, Internet, c'est une mine d'informations. Les sites des entreprises sont plutôt bien faits. Par contre, est-ce que c'est dans la mentalité, peut-être qu'on a... Moi-même, je suis un peu fainéant, de temps en temps, ça me casse les pieds, je préfère appeler. Alors que si je passais 2 minutes sur mon ordinateur, j'aurais la réponse. Alors, parler d'appeler, une question de Jeanne qui demande pourquoi il est aussi difficile de traiter avec un service client par téléphone. Alors Jeanne, je vous dirais que ça dépend peut-être du service client. Aujourd'hui, les entreprises ont quand même fait beaucoup d'efforts là-dessus. Alors, il y a toujours des cas atypiques. Il y a plein d'entreprises, par exemple, qui aujourd'hui ont la norme NF Service. Ça garantit une certaine disponibilité. La vraie problématique du téléphone, c'est que c'est du temps réel. Donc, comment je fais, moi, entreprise, pour planifier les appels que je vais avoir? Comment j'arrive à me dimensionner? Cette année, par exemple, ce n'est pas une année de patron. Au mois de mai, on a 3 ponts et 3 jeudis fériés. Ça va avoir quoi comme conséquence? Est-ce que le vendredi, il faut que je mette 30% de personnes en plus ou pas? Est-ce que plutôt les gens vont reporter leurs appels le lundi? Donc en fait, ce qui est encore compliqué, c'est comment je planifie ça, je mets quoi comme ressources et quel va être le comportement de mes clients. En dehors de ça, on parlait des jours de vacances, des ponts, etc. Mais la météo peut aussi influer. Alors, pour compléter, Jeanne complète sa question, elle nous dit, elle constate que parfois l'interlocuteur au téléphone, il n'est pas en France. Et c'est en ça qu'elle trouve que c'est compliqué et difficile de traiter avec le service client. Alors, les particularismes locaux. Alors ça, on l'entend beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que la relation client, c'est à peu près 300 000 conseillers sur la France pour traiter le marché français. Il y en a au maximum 60 000 qui sont à l'étranger. Donc c'est loin d'être la majorité. Maintenant, ça peut arriver souvent, on va dire, l'entrée en relation, elle peut se passer là-bas. Mais il y en a plein aussi qui font ça pour mieux servir leurs clients. J'ai l'exemple comme ça d'une entreprise de développement de photos, par exemple, qui a mis son service client en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis en Angleterre? Parce qu'en Angleterre, ils peuvent répondre dans à peu près 13 langues. Donc, c'est européen. La deuxième chose, c'est que la législation et le droit du travail leur permet de travailler grosso modo de 8h à 20h tous les jours, samedi et dimanche inclus. Et qu'une grosse partie des demandes
des clients, entre autres sur le développement photo, c'est le week-end. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils veulent commander. Et si je ne peux pas leur répondre, mes clients, ou ils ne commandent pas, ou ils font des erreurs, et du coup, le lundi, je dois rattraper la chose. Donc, il y a certainement encore des progrès à faire. Maintenant, souvent quand même, nous, ce qu'on constate, c'est que ça s'est amélioré, que vous pouvez avoir des services clients à l'étranger et qui sont plutôt performants. On a souvent aussi des natifs. Et à l'inverse, dans le Nord, de temps en temps, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir des problématiques de langage. Vous avez un conseiller qui vous dit, tiens, c'est du brun. Moi, je ne savais pas ce que vous voulez dire du brun, mais ça veut dire que c'est pas bien. Et donc les particularismes, on les a partout. Et je pense qu'il ne faut pas juste dire c'est eux, mais... Et encore une fois, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure et pas des millions de trains qui arrivent à l'heure. Tempérament français. Question de Jacques, une réaction en fait à tout ce que vous venez de dire. Il nous dit aujourd'hui les services clients servent de gare de tri et transmettent les demandes aux services compétents, dit-il entre guillemets. À quand la responsabilisation des conseillers clients? C'est-à-dire qu'ils s'engagent dans le conseil au moment où ils ont la personne en ligne et ne servent pas justement de point de contact et après dispatch. Ouais, je comprends bien, mais dans beaucoup de cas, en fait, on n'a pas le choix. Encore une fois, je suis un vendeur à distance. Votre pli, par exemple, il est chez celui qui doit vous livrer. Moi, j'ai la même visibilité que vous. Donc, si vous me dites que vous ne l'avez pas eu alors que dans l'informatique, ça dit que vous l'avez eu, j'ai besoin de faire une recherche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une enquête pour le trouver. Je vais éventuellement vous indiquer, parce qu'on a aussi beaucoup de cas, en fait, où le problème, ça peut être nous. C'est-à-dire que finalement, il est arrivé chez la concierge, mais je ne suis pas allé voir chez la concierge. Ou moi, ça m'est arrivé récemment, quelqu'un de ma famille avait récupéré la chose, et pour moi, ça n'était pas arrivé. Donc, aujourd'hui, on est dans des industries complexes. Quand je pose une question, et le service client, c'est ça, c'est que c'est complètement transversal. Donc, on a des visus de choses, il y a certaines choses qu'on peut résoudre du premier coup et sans aucun souci. Il faut aussi accepter que dans certains cas, on vous dise « Ok, je dois faire une recherche, je dois faire intervenir un autre service. Par contre, je m'engage à vous répondre sous tel délai. » On considère aujourd'hui qu'entre 12 et 24 heures, c'est plutôt bien et c'est ce qu'on attend. Hein. Et c'est peut-être là souvent ce que reprochent les gens, c'est qu'ils me disent qu'il va me rappeler, mais quand? Et je lui demande quand? Il me dit un jour ou quand j'aurai la réponse. Donc c'est ce manque d'engagement-là de l'entreprise, à minima sur un délai. D'accord. Un délai ou un rendez-vous, dire on se rappelle demain à telle heure, est-ce que vous êtes disponible et on échange demain à telle heure? Éventuellement. Alors, on a une série de réclamations. On n'en voulait pas, on en a. Non, mais c'est bien. Question de Dominique qui dit « J'ai fait réparer le kit turbo de mon véhicule dans une concession, mais la réparation n'a pas tenu. Suis-je en droit de demander une nouvelle réparation sans en payer les frais ?» Est-ce qu'il a le droit de le demander? Alors là, il me pose une colle, j'aurais envie de lui dire, moi c'est vrai que pour ces choses-là, je vais plutôt voir Auto Plus en général, mais j'avoue que ça dépend de son cas, ça dépend de quelle garantie est applicable dessus, des conditions générales de vente, etc. Donc la première des choses, c'est de prendre sa facture, de regarder ce qui a marqué sur sa facture et sur le devis. Tout simplement. Et après, d'aviser pour voir... Et après, d'aviser. Après, vous avez aussi beaucoup de gens derrière qui, souvent, si c'est une voiture, ça veut dire qu'il a été dans un garage, j'imagine, agréé, ou qui fait partie d'un réseau. Donc la deuxième chose, c'est éventuellement aussi d'aller voir la marque, parce que c'est aussi souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les marques, elles ont un service client, vous pouvez les appeler quand vous rencontrez une difficulté avec l'un de ses représentants. D'accord. Alors Marie-Pierre, elle a manqué son avion parce qu'il y avait un retard de train. Et elle a dû donc prendre un autre vol suivant, mais ça lui a engendré un surcoût. Elle vous demande est-ce qu'elle peut écrire à la SNCF pour demander la prise en charge de ce surcoût. Elle peut écrire à la SNCF. Maintenant, la SNCF n'est pas obligée de l'accepter. Si la SNCF le fait, ce sera un geste commercial. La SNCF, elle a une obligation de vous emmener d'un point A à un point B. Après, il peut y avoir des aléas, des retards. Et je vous dirais, quand on voyage, il faut aussi peut-être de temps en temps prévoir un peu plus large. Je ne sais pas, moi, pour venir en rendez-vous et vous voir aujourd'hui, j'ai prévu un battement. Je pensais mettre un quart d'heure, mais j'avais une demi-heure d'avance parce qu'on ne sait jamais justement ce qui peut arriver. Donc, elle peut demander, est-ce que la SNCF voudra faire un geste commercial? C'est du libre arbitre de la SNCF. C'est important le geste commercial pour vous? Alors là, c'est dans une situation conflictuelle, donc ça peut apaiser une certaine rancœur de l'aléa. Mais globalement, est-ce que le geste commercial, pour vous, c'est un point clé dans la relation client? Alors, le geste commercial, oui. Si on entend un remboursement ou de l'argent sonnant et trébuchant, pas forcément. La première des choses, c'est que déjà, on a envie d'être compris
On a envie de se dire, la personne que j'ai en face de moi, elle ne m'a pas traité comme un robot, elle comprend, elle partage avec moi, c'est tout ce qui est empathie, etc. Après, le geste commercial fait partie de n'importe quelle relation. C'est-à-dire que si on a fait une erreur, etc., on a envie de la réparer. Je ne connais pas une entreprise qui a envie de faire fuir ses clients. Maintenant, il faut des choses raisonnables. Si, je vais dire une bêtise, vous avez pris le train pour prendre un avion et vous voulez aller aux États-Unis. Vous avez pris un billet de train à 30 € et vous avez un vol derrière à 500 €. Vous allez peut-être penser que le geste est dérisoire, mais c'est vrai que voulez-vous faire? Vous auriez pris une correspondance de train. On a la visibilité et souvent on peut vous décaler dans votre train, ça ne vous coûte pas plus cher, etc. Là, vous êtes sur deux modes de transport différents, deux sociétés différentes qui n'ont pas la visibilité de ce que vous faites. Donc c'est plus compliqué. Après, l'idée, c'est peut-être de se dire, si je suis passé par une agence de voyage, je peux peut-être aller voir mon agent de voyage en lui disant, voilà, il y a un petit défaut de conseil, quand même, vous m'avez dit qu'une demi-heure de battement, ça suffisait. Je dois m'enregistrer, je dois passer le contrôle douanier, etc. C'est pas réaliste. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus autonome. Souvent, on cherche aussi le meilleur prix. Donc, on se dit, bah, tiens, je vais d'abord aller sur le site pour ça, puis un autre site pour ça. Et du coup, on passe pas par l'agence de voyage. Et du coup, on passe pas par l'agence de voyage. Et ils ont quand même un intérêt, ces gens-là, c'est la partie conseil. D'accord. Question de Daniel, il nous demande, est-ce que le service client sait plus ou moins d'informations sur les clients que les commerciaux? Il en sait. Alors, les commerciaux, souvent, ils ont plus d'informations sur les prospects. Le service client, il gère par définition, en général, la majorité, c'est le parc client. En général, les entreprises ont beaucoup d'informations sur nous. La vraie question, c'est comment elles s'en servent et comment j'ai la visibilité. Donc, normalement, un service client digne de ce nom, c'est qui vous êtes, c'est quelles sont vos moyennes d'achat, vos habitudes. Moi, par exemple, j'ai été un jour bluffé comme ça en réservant dans un hôtel d'une chaîne. J'allais dans un hôtel où je n'allais pas habituellement et la personne m'a dit écoutez, comme dans vos précédentes réservations, vous préférez avoir une chambre avec vue sur la cour, etc. Alors que ce n'était pas le même hôtel, etc. C'est juste que cette personne-là, visiblement, à l'écran, avait mes habitudes de réservation dans l'autre hôtel. C'est ça qui est bluffant. Et c'est là où d'un seul coup, on sent la personne la plus importante, on se sent reconnu. Voilà. Donc, à mon avis, les entreprises, enfin, c'est pas à mon avis, on parle de big data en ce moment. Les entreprises ont plein d'infos, mais c'est comment est-ce qu'elles les traitent, comment est-ce qu'elles les mettent à disposition de leurs collaborateurs pour pouvoir s'en servir de manière intelligente. Et quand je dis intelligente, c'est pas je vais vous vendre plus, mais je suis reconnu. Je me dis, j'ai été bien traité, c'est ce qu'on appelle, nous, l'effet waouh. C'est waouh, c'était super ça. Et j'ai pas forcément dépensé plus, j'ai pas forcément. Mais c'est juste... coup, de ce que je comprends, c'est important en fait que le service client ait autant d'informations que quand c'est un prospect, mais ne serait-ce que pour apporter la bonne réponse et savoir un petit peu la typologie de client qu'il a en face de lui. Mais c'est prépondérable. Et ne serait-ce que par exemple, on a aussi les générations. Je sais que je ne vais peut-être pas m'adresser de la même manière à quelqu'un, à un senior, qu'à un jeune de 20 ans. Je sais qu'il n'aura peut-être pas la même appétence à la technologie, etc. Donc peut-être qu'il va falloir que j'utilise un vocabulaire différenciant. Donc tout ça, c'est le service client. Les premières choses, c'est s'adapter à son client. C'est être capable de se mettre à son niveau. Si je suis dans le milieu bancaire, par exemple, et j'ai quelqu'un qui a un grand féru de bourse, je vais peut-être pouvoir utiliser des termes qui sont un peu différents de la personne qui fait que, comme moi, gérer son compte courant et qui ne connaît pas grand-chose. Oui. Et là, pour le coup, effectivement, c'est la fiche d'information qui peut vous permettre de vous donner un peu le cadre du vocabulaire sur lequel vous pouvez aller ou pas. Exactement. Parce que les 3 mots bonjour ne suffisent pas à déterminer. Effectivement, qui j'ai en face de moi. Ouais. Et finalement, avoir quelqu'un au téléphone, par email, etc., c'est comme en face à face. Hein, c'est qui j'ai en face de moi. On va terminer par la question de Serge, toujours sur les réclamations, mais ça permet un peu d'élargir. Il a entendu que les actions de groupe allaient être autorisées en France et il vous demande déjà si c'est vrai et est-ce que cette mesure va améliorer les relations clients ? Alors, dans la loi de modernisation de la consommation, effectivement, ça ouvre la possibilité, après, il faut voir les modalités, etc. De toute façon, les clients ont des moyens de pression. Donc, plus on est nombreux, plus, effectivement, ça peut faire bouger les choses. Maintenant, ce qu'on souhaite tous, enfin, je pense, clients comme entreprise, c'est que ça se passe le mieux possible. Je veux dire, un client, moins il vous appelle, moins il vous envoie d'emails, etc., plus il est rentable. Un client, plus il est content, plus il est rentable. Vous, moins vous avez à appeler une entreprise, à lui envoyer des mails, plus vous êtes content. Donc c'est peut-être aussi de trouver un équilibre. Il y a
L'ancien vice-président, ancien vice-président d'Amazon, Bill Price, qui avait écrit un livre il y a quelques années qui disait Best service is no service. Pas pour dire je ne veux pas délivrer de service client, mais juste pour dire si vous n'avez pas d'occasion de me contacter, c'est que vous êtes content et finalement c'est le meilleur service que je peux vous proposer. C'est peut-être ça l'avenir, c'est aussi de se dire je réfléchis en expérience client et non pas en expérience entreprise où j'ai des process, des procédures, etc. C'est un peu ça la tendance, enfin justement que c'est de se mettre à la place du client. On voit arriver en France de plus en plus ce qu'on appelle le mystery shopping. Pourquoi ? C'est pas pour dire ah lui il est pas bon, lui il est mauvais comme collaborateur. Non, c'est pour se mettre à la place du client parce que quand on est dans l'entreprise, il y a des fois le nez au milieu de la figure, on le voit pas. Et on est tous pareils, ça nous est arrivé de voir à la maison des amis arriver et nous dire et ça pourquoi tu le fais pas comme ça ? Parce que j'y ai pas pensé. C'est pas parce qu'on est de mauvaise foi, c'est juste qu'on n'y a pas pensé. Oui, c'est un éclairage à regard, on est neutre, on a du recul et du coup on perçoit les choses de manière différente. Exactement. Et on est moins pollué par les contraintes qui nous ont amenés à prendre une décision. On en fait parfois totalement abstraction. Pour terminer, une dernière question, et elle est de moi. Aujourd'hui, un client, quand il est en contact avec un service de relation client, pour vous, qu'est-ce qu'il doit avoir, il peut prétendre à avoir quand il est en contact avec un service de relation client, et les points sur lesquels, ou de votre point de vue, parfois de l'expérience que vous avez de l'analyse, il est un peu trop exigeant et qui devrait être un peu plus tolérant. Alors, la première chose, c'est quand on appelle un service client, il faut avoir les informations. Parce que les services clients sont souvent, entre guillemets, pollués, si on peut appeler ça comme ça, par des gens qui appellent, ils n'ont pas leur code client, ils ne savent plus à quelle adresse ils se sont fait livrer, etc. Donc déjà, le retrouver et l'identifier, c'est très compliqué. Donc tout ça, ça a un impact direct, c'est-à-dire que derrière, on fait attendre des gens, où malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à la personne parce qu'elle n'a pas les informations. La deuxième chose, si vous faites appeler par quelqu'un, ce qui arrive aussi souvent, donnez-lui les bonnes informations pour qu'il puisse dignement vous représenter. Parce que là aussi, ça peut poser quelques soucis, entre autres des soucis de confidentialité. Ce qui fait que dans certains cas, les entreprises ne peuvent pas vous répondre, non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que c'est compliqué de raconter au mari ou à la femme une information sur l'autre alors que ce n'est pas lui qui a commandé. Et on n'est pas sûr que ce soit vraiment ça. Et à distance, c'est plus compliqué de savoir. Alors, il y a des questions type, il y en a qui vont par exemple dire une erreur. Ah, vous avez bien acheté ça, et en fait, vous allez dire, bah non, j'ai acheté ça. Comme ça permet de s'assurer. Voilà, donc on peut avoir des petits trucs et astuces. Donc la première chose, voilà, savoir et avoir les informations pour pouvoir avoir la bonne réponse. La deuxième chose, souvent, si vous appelez pour un produit, etc., l'avoir avec vous. Et parce que si vous appelez parce que votre box a un souci, si vous n'êtes pas devant, c'est compliqué de vous faire les manœuvres. Donc l'autre chose, c'est que peut-être qu'avant d'appeler, et je suis le premier coupable, c'est peut-être de se dire, comme pour les ordinateurs, je reboot par exemple. Donc je débranche et je rebranche derrière parce que souvent, des petites manipulations toutes bêtes, ça rétablit la situation et c'est dommage d'être obligé d'appeler pour faire 2-3 vérifications pour s'assurer que ça vaut vraiment le coup de déranger un service. On ne dérange jamais un service client, mais les basiques, c'est vrai que c'est pas idiot de se dire tiens, je vais les faire avec. Après, un conseil, pour être pris en compte, restez calme. On a tous tendance de temps en temps à s'emporter parce qu'on trouve que la situation peut être ubuesque, mais ça ne peut pas faire avancer les choses. Si vous voulez que quelqu'un vous accompagne bien, l'énervez pas. Lui aussi, de temps en temps, il a des contraintes. Nous, avant de commencer l'émission, on avait un petit problème informatique, par exemple. Ça arrive aussi dans les services clients. Dans certains cas, on peut avoir une carte réseau qui ne marche pas, on en est désolé, on voudrait vraiment vous répondre, mais c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a une notion de respect, de rester courtois pour arriver à trouver la solution adéquate avec son interlocuteur. En dernier ressort, demander éventuellement de parler à un responsable ou un superviseur, mais... Il y a la médiation qui se met un peu au-dessus. C'est un système qui vous n'avez pas très convaincu. Non, mais c'est pas ça. C'est que la médiation, ça vient en dernier recours. C'est-à-dire que les entreprises, elles veulent. Je ne connais pas une entreprise qui n'a pas envie de vous délivrer ce que vous avez demandé. Il y a quelques entreprises qui ont failli en mourir de ça. On a un exemple d'un opérateur où il y avait des gens qui avaient manifesté devant ses boutiques il y a 10 ans ou 5 ans, qui a dû changer de nom entre-temps, qui a perdu plein de clients. On en est tous conscients. C'est-à-dire, si on ne vous délivre pas le service, vous allez partir. Aujourd'hui, quand on parlait de action de groupe, etc., mais la loi aussi, de plus en plus, elle vous dit par exemple, votre contrat,
au bout de la première année, vous pouvez partir. Ou vous pouvez résilier quand vous voulez. Les offres, elles sont de moins en moins avec des engagements. Donc, avant, dans certains cas, on se disait, c'est pas grave, il est encore là avec moi pendant 18 mois, donc allez, pendant 12 mois, je peux être un peu clopin-clopant et je me rattraperai sur 12 mois suivants. Aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont plus le choix là, et nous, en plus, on est de plus en plus à peur. Tout de suite. C'est-à-dire que nous, on est capables tous de se dire, je pars. Et je pense que la meilleure solution, en plus, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Si vraiment vous n'êtes pas content, parce qu'on a aussi des clients, ça fait 10 ans qu'ils disent qu'ils vont partir. Si vous n'êtes pas content, il faut prendre le pouvoir, il ne se donne pas, il se prend. Partez, montrez que vous n'êtes pas content, ça les fera aussi réagir. Très bien. C'est sur ces conseils qu'on achève notre chat consacré donc à la relation client. Merci pour vos questions. On n'a pas pu toutes les traiter. Certaines étaient quand même très très portées sur la réclamation, donc on en a pris quelques-unes pour ne pas un petit peu vous décevoir. Merci beaucoup Ludovic Nodier d'avoir répondu aux questions, d'avoir joué le jeu. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci à Steve, à Nicolas et Florent qui étaient à la technique. On se retrouve bientôt sur l'internaute.com pour d'autres questions pour vous aider à bien gérer vos finances personnelles.